quel est le concept adapté pour décrire la situation aujourd'hui à Goma? Mais c'est une agression, parce que vous avez vu que le Rwanda a mobilisé près de 10 000 militaires et des forces spéciales pour faire un assaut sur la ville de Goma, dans l'objectif clair de commettre un carnage, de commettre de crimes les plus abominables. On a vu d'abord comment ils ont attaqué les casques bleus de la MONUSCO, ils ont attaqué les forces de la SAMI-RDC, ils ont bombardé des camps des déplacés, des hôpitaux. La seule idée, c'était la terreur. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, une compagnie aérienne nationale aura bientôt le jour au Niger. La compagnie aérienne, l'ANAC est instruite et des réflexions sont en cours. Pour nous assurer, c'est dans ce cadre que personnellement, j'ai eu à effectuer des déplacements. J'étais aux Émirats Arabes Unis, des discussions pour pouvoir faire en sorte que certains partenaires puissent nous permettre de nous accompagner. Parce que le domaine aéronautique est un domaine qui est assez complexe. Donc il faut en tout cas avoir l'essentiel des ressources humaines compétentes. Nous avons les capacités en termes de ressources humaines et les infrastructures qu'il faut pour pouvoir conduire une compagnie aérienne. Et ça tient à cœur aux plus hautes autorités, avec à la tête son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tchani. Washington veut prendre le contrôle sur Nord Stream. Oui, une infrastructure qu'ils ont eux-mêmes détruite. Maintenant, ils veulent racheter ça. Les États-Unis chercheraient à s'emparer des infrastructures du gazoduc Nord Stream, ce qui pourrait rendre l'Europe entièrement dépendante de Washington. Le Niger s'apprête à lancer 2 nouvelles compagnies aériennes. Une pour desservir le territoire national et une autre pour servir l'Alliance des États du Sahel. Les autorités du pays expliquent que cette initiative vise à améliorer les liaisons aériennes, à désenclaver certaines régions et à favoriser les échanges entre les membres de l'AES. Dans sa dernière allocution sur la télé durant une interview, le ministre des Transports et de l'Équipement, le colonel-major Mahaman Salissou, a annoncé cette décision. Je cite, « Notre pays couvre une vaste superficie et nous avons demandé à l'Agence nationale de l'aviation civile d'assouplir certaines réglementations pour pouvoir faciliter la mise en place de ces compagnies. » Et cette interview date du 2 février. Pour accélérer le processus, un comité a été mis en place afin de simplifier les démarches administratives et d'accélérer donc l'attribution de certificats d'exploitation. L'Agence nationale de l'aviation civile a publié en ligne les conditions permettant d'obtenir rapidement les autorisations de vol et d'atterrissage. À ce jour, le Niger ne dispose d'aucune compagnie aérienne nationale. Zéro. Ce projet vise donc à renforcer les infrastructures locales et à proposer des solutions de transport plus adaptées aux besoins internes. D'après le ministre, cette initiative contribuera également au développement des secteurs agricoles, forestiers et d'élevage, en facilitant l'acheminement des marchandises. En parallèle, le Niger travaille avec le Burkina Faso et le Mali à la création d'une compagnie aérienne commune sous l'égide de tout l'AES. La mise en place de cette compagnie constitue une priorité, a souligné le ministre nigérien des Transports. L'objectif à ce niveau, c'est d'améliorer la mobilité entre les 3 pays et de renforcer la coopération au sein de l'Alliance. Le projet avance rapidement et le pays va bientôt disposer d'une compagnie portant les couleurs de l'AES qui assurera des liaisons entre les différentes capitales de l'AES, donc les différentes capitales de la Confédération, capitales du Mali, du Niger et du Burkina Faso, ainsi que d'autres destinations au sein de l'AES. Cette initiative s'inscrit dans une volonté de réduire la dépendance des 3 États aux compagnies étrangères, notamment européennes. Elle vise aussi à renforcer la maîtrise du Niger sur l'espace aérien et à stimuler l'emploi dans le secteur du transport globalement. Les autorités nigériennes considèrent ce projet comme un levier stratégique pour pouvoir accroître l'indépendance du pays et assurer une meilleure gestion du transport aérien à l'échelle nationale et régionale. Comme toujours, il y a des mouvements qui se font dans l'AES. Voilà la différence entre des pays où des ministres et où le gouvernement travaille et les pays où rien ne se fait. Dans l'un, on voit le dynamisme des projets, des choses qui avancent, des rapports qui sont donnés. Dans l'autre, on voit l'inertie, rien ne bouge, personne ne vit. En fait, les choses meurent même de plus en plus. Voilà la différence entre des pays vivants et bien dirigés et les pays qu'on a l'habitude de voir en Afrique. Complètement morts, mal dirigés, avec des choses qui vont de mal en pire. Petite pause. Sachez que vous pouvez souscrire à la chaîne pour 3 € et pour 10 € par mois et avoir du contenu exclusif en fonction du forfait. Tous les membres qui ont payé un abonnement peuvent rejoindre le groupe Telegram où j'ai déjà partagé plus de 150 vidéos qui ne sont plus sur la chaîne. Et dans ce groupe, je partage régulièrement ce que je ne peux pas publier sur YouTube. Et pour ceux qui veulent apprendre, nous avons de nouvelles formations. En plus de celle qui vous apprend à faire une chaîne YouTube rentable, on a rajouté des formations en montage vidéo, en conception de miniatures et en écriture de vidéos.
On vous apprend comment monter une vidéo en face caméra, en illustration ou encore en utilisant des avatars. On apprend également à faire des miniatures comme Pensée Kamit, Yomi Denzel ou encore le célèbre youtubeur MrBeast. Je vous laisse toutes les informations en description. Revenons au sujet. Alors, on passe à l'information qui vient de l'autre côté du monde et qui m'a fait pouffer de rire littéralement. Vous savez, ce monde où il y a plein de pompiers pyromanes qui prétendent venir aider les gens. Qu'est-ce qu'on apprend? Washington veut prendre le contrôle sur Nord Stream. Oui, une infrastructure qu'ils ont eux-mêmes détruite. Maintenant, ils veulent racheter ça. Les États-Unis chercheraient à s'emparer des infrastructures du gazoduc Nord Stream, ce qui pourrait rendre l'Europe entièrement dépendante de Washington. Là, ce n'est même plus à négocier. D'après ce média dont je ne saurais prononcer le nom, un investisseur américain proche de Donald Trump qui s'appelle Stephen Lynch, l'investisseur en question, s'est positionné comme acheteur potentiel du gazoduc Nord Stream 2. Il aurait demandé au gouvernement américain l'autorisation de participer à une vente aux enchères organisée en Suisse. Son objectif, placer sous le contrôle américain l'approvisionnement énergétique de l'Europe. La procédure de faillite de Nord Stream 2 AG, l'opérateur du gazoduc, a récemment été suspendue par un tribunal suisse du canton de Zug, qui a accordé donc un nouveau délai jusqu'au 9 mai 2025 pour permettre à l'entreprise de trouver un accord avec ses créanciers. Et donc, on peut lire là, un investisseur américain veut racheter Nord Stream 2. Un financier américain travaille à l'achat du gazoduc controversé Nord Stream 2 aux enchères. Il n'est pas clair s'il est autorisé à le faire. Et voici le Stéphane là en question. Vous voyez bien sa tête. Fait l'objet de discussions en tant qu'acheteur potentiel du gazoduc désaffecté Nord Stream 2. Le financier Stephen Lynch a demandé au gouvernement américain l'autorisation de participer à une éventuelle vente aux enchères en Suisse, comme l'a rapporté le Wall Street Journal. Ce serait une occasion unique de placer l'approvisionnement énergétique de l'Europe sous le contrôle américain et européen. Lynch fait également valoir comme argument auprès du gouvernement américain que la possession du gazoduc pourrait être un moyen d'exercer une pression dans les négociations avec la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Cependant, Lynch a besoin de l'approbation de Washington pour faire affaire avec des entreprises soumises à des sanctions américaines. Et il y a un certain nombre de sénateurs américains ainsi que des responsables du département du Trésor et du département d'État des États-Unis qui ont été informés de ces plans. Et le Wall Street précise que Lynch avait soutenu financièrement la campagne électorale du président élu Trump et de ses républicains. Ça veut dire là, il est vraiment en train de dire, ok, j'étais soutenu, non? J'ai besoin d'un service. Reprenons le contrôle du monde. Littéralement, c'est ça. Selon cet autre média, Luzerner Zeitung, bref, j'arrive pas à prononcer ces noms allemands. Donc, selon cet autre média, cette décision a surpris de nombreux observateurs. Alors que Nord Stream 2 reste l'un des projets énergétiques les plus controversés en Europe quand même. Faut l'avouer, le gazoduc est la propriété du groupe russe Gazprom. Et ce gazoduc devait normalement acheminer du gaz russe vers l'Allemagne via la mer Baltique. Long de 1200 km et construit pour un coût total de près de 10 milliards d'euros. Il a été achevé mais n'a jamais été en service à raison de la guerre en Ukraine qui a débuté en février 2022. En septembre 2022, une série de sabotages a détruit plusieurs tronçons de ce gazoduc Nord Stream 1 et 2, mettant un coup d'arrêt définitif à leur exploitation. Et donc, on peut lire là, un tribunal menace Nord Stream 2 de faillite en mai. L'opérateur du gazoduc Nord Stream 2 est lourdement endetté. Les créanciers veulent être payés. Un tribunal est en train d'annoncer un dernier délai de grâce avant la faillite. La société d'exploitation très endettée du gazoduc Nord Stream 2 a étonnamment obtenu un nouveau report de l'accord avec les créanciers afin d'éviter la faillite. À l'origine, le tribunal du canton de Zug avait annoncé une décision avant le 10 janvier. Le nouveau délai s'applique désormais jusqu'au 9 mai, a annoncé le tribunal. Tous les petits créanciers doivent être satisfaits intégralement d'ici là et une preuve de paiement doit être présentée. Si ce délai n'est pas respecté, la faillite sera ouverte à l'encontre de Nord Stream 2 AG sans fixation de délai de grâce. C'est donc ce qu'a annoncé le tribunal cantonal. En Allemagne, il s'agit simplement d'une procédure d'insolvabilité. D'après le Wall Street donc, à ce niveau, vu que la source part de là, l'investisseur américain Stephen Lynch, qui préfère rester discret, considère donc que l'achat du gazoduc Nord Stream servirait durablement les intérêts stratégiques des États-Unis. Vous savez ce que ça signifie? Que ce sera un moyen de pression phénoménal. Ce serait une occasion unique pour Washington d'exercer un contrôle sur l'approvisionnement en énergie de toute l'Europe, tant que les énergies fossiles du moins restent essentielles. Ouf! Ça non. Connaissez le principe du serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que les alliés des États-Unis, le monde occidental, du moins l'Europe particulièrement, va souffrir mal si les gars arrivent à avoir ça. Parce que tout sera sujet aux menaces. Faites ceci, vous ne faites pas, on vous coupe le gaz. Faites cela, vous ne faites pas, on vous coupe le gaz.
Selon Optima Energy, l'Europe se trouve de plus en plus tributaire du gaz américain. Avec la fin des importations de gaz russe, l'Europe se tourne massivement vers les gaz naturels liquéfiés, en abrégé GNL, en provenance des États-Unis, qui représentent désormais 46% de son approvisionnement. Depuis janvier 2025, plusieurs garnisons initialement destinées à l'Asie ont été redirigées vers l'Europe, où les prix du gaz sont plus attractifs vu qu'ils vendent beaucoup plus cher en Europe. En l'absence de solutions alternatives suffisantes en provenance de la Norvège, et là ce n'est pas moi qui le dis, c'est Optima Energy dans cet article avec tous les chiffres. L'article est intitulé « Évolution du prix de l'électricité et du gaz naturel en 2025. Quelles sont les dernières tendances ?» Et puis là, l'article a été publié le 21 janvier 2025. Ils expliquent globalement qu'en l'absence de solutions alternatives suffisantes en provenance de la Norvège, de l'Algérie ou du Qatar, les Européens vont se retrouver piégés dans une dépendance très coûteuse au gaz naturel liquéfié américain, sur fond de pression politique comme d'habitude et économique. Et d'ailleurs, Trump a prévu des sanctions contre l'Europe. Il ne les a juste pas encore dit, mais c'est en écriture. Si les États-Unis parviennent donc à racheter Nord Stream, ils pourraient revendre à l'Europe du gaz russe à un tarif bien plus élevé, alors que ce dernier était auparavant acheminé à prix réduit. Bravo les stupides décisions qu'ils prennent. Personnellement, ça me dérange pas, vraiment. Ça les concerne. Débile! Mais bon, on a d'autres problèmes. Comme Nathalie Yamb a dit, pendant qu'ils seront en train de se battre entre eux là, que l'Europe sera trop concentrée à se défendre de ses amis états-uniens, nous on doit profiter pour se libérer. On n'a pas les mêmes combats. C'est important de se rappeler de ça. Et dites-vous qu'en Europe, toute cette situation survient alors que le stock de gaz européen atteigne un niveau critique. Toujours selon Optima Energy, les réserves chutent à un rythme 4 fois supérieur à la moyenne observée au cours de ces 10 dernières années. D'après Gaz Infrastructure Europe, en cas d'hiver rigoureux, les niveaux de stockage pourraient tomber à seulement 14% durant ce mois de février. Donc, ils se sont mis dans les problèmes tout seuls, comme des grands. Bref, on va conclure la vidéo avec l'élocution de Patrick Muyaya Katembwe, le ministre congolais de la communication et des médias, qui, dans une interview, a parlé de la prise de Goma par le M23. Et vous-même, vous me direz si, quelque part, l'appétence du gouvernement de la RDC à se contenter de critiquer et dénoncer ne les rend pas complètement complices de ce qui arrive à la population. C'est-à-dire, au-delà d'un certain nombre de secrets, d'un certain nombre d'accords, d'un certain nombre de choses, est-ce que cette manière d'agir qu'ils ont, est-ce que leur réaction par rapport à tout ça ne les rend pas complices? Écoutez ça et faites-vous votre avis. Quel est le concept adapté pour décrire la situation aujourd'hui à Goma? Mais c'est une agression, parce que vous avez vu que le Rwanda a mobilisé près de 10 000 militaires et des forces spéciales pour faire un assaut sur la ville des Goma, dans l'objectif clair de commettre un carnage, de commettre de crimes les plus abominables. On a vu d'abord comment ils ont attaqué les casques bleus de la MONUSCO, ils ont attaqué les forces de la SAMI-RDC, ils ont bombardé des camps des déplacés, des hôpitaux. La seule idée, c'était la terreur. Ils ont rencontré une résistance farouche de nos forces armées. Et donc voilà, il n'y a pas d'autre expression que agression qui signifie qu'un pays quitte délibérément les limites de ses frontières pour entrer dans un autre, dans l'objectif de tuer, de massacrer et d'occuper pour un temps un certain espace. Alors si nous allons parler de la chute de la ville de Goma, elle n'a pas été simple. Les forces armées de la RDC se sont battues. Quel est le bilan qu'on peut présenter à l'opinion? À l'instant où je vous parle, il y a un contact à Goma qui me dit qu'on est en train d'enterrer 146 personnes, sûrement dans des fosses communes. Mais nous, dans ce que nous avions vu, des chiffres qui nous ont été envoyés par les ministères de la Santé, des centres officiels, de centres et structures sanitaires, c'est 773 décès au 30 janvier et près de 2800 blessés. Nous sommes au 30 janvier. Aujourd'hui, le 3, c'est sûr que les dénombrements continuent de ceux qui étaient dans les structures médicales. Mais nous savons qu'il y a des milliers qui n'ont pas pu rejoindre des hôpitaux. Donc, je crois que, d'après en tout cas les statistiques de mon contact, il dit qu'on atteindra ou on dépassera le 2500 morts. S'il faut compter, y compris ceux qui n'ont pas été amenés dans les structures hospitalières, parce que malheureusement, certaines personnes, en tout cas certaines personnes qui sont décédées, on a demandé à leurs frères de nettoyer leur sang dans la ville de Goma par l'occupant rwandais. C'est vous dire l'horreur. Et pour nous, la première priorité aujourd'hui, c'est de nous assurer comment nous venons en soutien à nos populations qui sont victimes justement des agresseurs.
C'est pour ça que le ministre de la Santé a lancé notamment cette campagne de don de sang qui nous permet aujourd'hui on en a récolté suffisamment, en tout cas de sang, pour que cela puisse être envoyé dans les structures et centres hospitaliers à Goma pour venir en aide à nos populations qui sont blessées. Quelques heures, 48 heures ou 72 heures, si je ne m'abuse, après ces événements, le chef de l'État s'était adressé à la nation. Qu'est-ce qu'a été la substance du message du chef de l'État? Dans ce message du président, c'était une mobilisation, c'était les besoins pour lui aujourd'hui de mobiliser tous les Congolais pour défendre notre souveraineté et pour défendre notre intégrité. Et c'est évident que la guerre, comme nous aimons le répéter régulièrement, c'est pas une guerre qui est faite au président Tshisekedi. C'est une guerre qui est faite à tous les Congolais, partout où les Congolais se trouvent. Et surtout que c'est une guerre qui amène beaucoup de dégâts. Et donc, le président de la République devait faire ces messages de mobilisation dans lesquels il a été explicite sur la nécessité pour nous, en tout cas, d'assurer un appui humanitaire à nos populations qui sont touchées. Ensuite, il a désigné un nouveau gouverneur de la province du Nord Kivu, parce qu'il faut pas oublier que c'est les gouverneurs de la province du Nord Kivu qui doivent s'assurer directement de la situation dans sa province, y compris dans la ville de Goma, envie d'y apporter des réponses, mais aussi les forts de guerre que nous devons mobiliser, principalement les acteurs des institutions étatiques, en se délaissant, en tout cas, d'une certaine quotité de leurs revenus pour permettre à l'armée, aux militaires et aux volontaires pour la défense de la patrie d'être bien outillés. Et je pense que l'appel à la mobilisation du président de la République a été plutôt bien accueilli par les Congolais de partout dans le monde. Si vous regardez Bruxelles ou Paris, les Congolais se sont mobilisés. Ça nous donne une indication de comment les Congolais vont se lever, parce qu'il n'y a pas d'arme qui soit plus puissante que le peuple, et c'est cette arme dont le président Tshisekedi dispose. Monsieur le ministre, il y a un processus en cours, le processus de Luanda, qui divise les deux parties, le Rwanda et la RDC, par rapport à la question de dialoguer directement avec le M23. Est-ce que aujourd'hui la donne n'a pas changé, qui peut contraindre le gouvernement congolais par rapport à l'occupation dont on parle ici, contraindre le gouvernement à dialoguer directement aujourd'hui avec... Oui, mais pourquoi on va dialoguer avec eux? Parce que les Rwandais ont tué des milliers de Congolais? Parce qu'ils ont bombardé une ville? C'est ça la prime qu'on doit leur accorder? Non, ici, il faut qu'on soit clair et cohérent. Le président de la République, nous, on n'a jamais refusé les dialogues. Mais on veut que ces dialogues se fassent dans un cadre organisé qui s'appelle le processus de Nairobi. Lorsque nous étions à Luanda le 15 décembre, c'est là qu'on devait normalement terminer avec cette situation. Le président Kagame n'est pas venu. Mais pendant que nous y étions, nous avions avec nous le président Kenyatta, le président honoraire du Kenya, Kenyatta. Il était là parce que c'est lui qui conduit les processus politiques où les discussions doivent se faire, y compris avec les M23. Alors maintenant, c'est sur quelle base que on va nous dire, parce que le Rwanda a tué, mais nous sommes déjà sur la table avec le Rwanda. Aujourd'hui, quels sont les problèmes présentés par des Rwandais, les fameux faux prétextes présentés par les Rwandais? Quels sont les problèmes qui n'ont pas été abordés dans les cas des discussions de Rwanda? Aujourd'hui, nous avons déjà la solution sur papier. Mais c'est évident ici que pour le Rwandais, ce qui importe pour eux, ce n'est pas d'aller vers la solution pour la paix, c'est de maintenir la guerre en RDC. Comme ça, ils peuvent continuer leur processus de pillage. Comme ça, ils peuvent continuer, eux, à prospérer derrière les dos du Congo et derrière le sang de Congolais. C'est ça le seul projet. Monsieur le ministre, le régime Tshisekedi, le gouvernement, a été actif sur tous les fronts, notamment le front diplomatique, notamment avec le processus de Luanda. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la communauté internationale, à travers tout ce que vous vous engagez comme processus, ne vous accompagne pas? Les preuves sont là, les rapports des Nations Unies qui accablent les Rwandais, mais les sanctions ne suivent pas. En tout cas, les Congolais qui pensent qu'il y a complicité, qui pensent qu'il y a complot, ont raison de les penser, parce que personne ne peut imaginer que le Rwanda, qui agresse la RDC en plein jour, et toutes les caméras du monde y sont focalisées, que les nations occidentales se limitent
à faire des discours de condamnation symboliques. Ben, je suis derrière le président de la République pour condamner les actes de violence que nous avons observés sur les différentes ambassades il y a quelques jours, mais c'est compréhensible la colère de Congolais lorsqu'on regarde, c'est le même monde qui réagit. Lorsqu'on regarde la situation en Ukraine, on a vu comment ils ont réagi, mais nous sommes en tout cas, lorsque vous regardez l'arrivée massive des militaires rwandais dans les Nord Kivu, ça rappelle bien ce qui s'est passé là-bas. Mais regardez l'attitude. Et donc, aujourd'hui, nous continuons de penser que la communauté internationale ne fait pas tout ce qu'elle pouvait faire pour amener la paix dans cette partie du pays. Ça, c'est une constante, une vérité, mais que par la suite, évidemment, comme on l'a dit et répété, nos populations ne sont pas en droit d'aucune manière de s'en prendre aux installations des pays qui sont accrédités chez nous, mais nous, finalement, le bout de cette guerre, c'est nous-mêmes. C'est pour ça que le président de la République appelle tous les Congolais à s'élever, parce que c'est pas la guerre des autres. C'est d'abord notre guerre à nous. C'est pour ça que nous tous, derrière lui, derrière nos vaillants combattants, nous devons rester mobilisés et faire la guerre avec les moyens que nous avons. Si vous avez un téléphone, vous pouvez partager un tweet, faites la guerre avec votre téléphone. Si vous avez une guitare, faites la guerre avec votre guitare. Si vous avez votre voix, faites la guerre avec votre voix. Mais ici, il faut d'abord qu'on compte sur nous-mêmes, sur ce dont nous disposons comme ressources pour mettre fin à ces conflits. 2 réunions organisées au Conseil de sécurité des Nations Unies en 48 heures sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et quels sont les résultats sur la réunion tenue au Conseil de sécurité? Écoutez, les résultats, ce que nous attendons, des décisions plus énergiques, des sanctions. Il y a eu un progrès parce qu'on arrive à nommer les Rwandais. Parce qu'avant on disait qu'il y avait un groupe des pays africains qui ne les faisait pas, ils commencent à les citer, mais l'avantage qu'il y a, c'est que nous sommes là sur le front diplomatique. Et sur le front diplomatique, on a marqué les points. Aujourd'hui, aucun pays du monde ne peut dire, qu'il n'est pas au courant de la situation dans l'Est de la RDC. Aucun pays au monde ne peut dire qu'il n'est pas au courant des agissements du Rwanda dans l'Est de la RDC. Aucun pays ne peut dire qu'ils n'ont pas appris que des casques bleus ont été tués, qu'ils n'ont pas appris que les infrastructures de la MONUSCO ont été attaquées. Aucun pays au monde qui ne peut dire aujourd'hui qu'on n'avait pas attaqué les militaires de la SAMI-RDC. Donc c'est illustratif du nombre de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de tous ces crimes qui se sont commis en l'espace d'un petit temps, et les responsables est connus, c'est les Rwandais. On ne peut plus continuer à voir et à regarder, à ne pas voir. Ici, il faut regarder, voir et surtout sanctionner. Voilà, nous sommes à la fin de la vidéo. J'attends vos avis et vos analyses en commentaire. Vraiment, j'ai besoin de vos avis là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, honnêtement? Je lirai vos commentaires et vos réflexions là-dessus. Parce que là, on parle quand même de la mort de beaucoup trop de gens. En quelques jours, on a lu les chiffres sur la mort des gens. C'est indécent. En attendant, la ville est complètement privée d'eau et d'électricité. Les gens souffrent, fuient en masse, abandonnent tout ce qu'ils avaient. C'est indécent. Bref, voilà ce que j'avais à partager avec vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.